L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 7e, chapitre 11. Quand on veut traiter philosophiquement la science politique, on doit étudier profondément la nature du plaisir et de la douleur, car c'est le philosophe politique qui marque le but supérieur, où fixant toujours nos regards, nous pouvons dire de chaque chose d'une manière absolue qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise. À un autre point de vue, il n'est pas moins nécessaire d'étudier ces grands sujets, puisque nous avons reconnu que la vertu et le vice se rapportent au plaisir et aux peines. Cela est si vrai que dans le langage ordinaire, on ne sépare presque jamais le bonheur du plaisir. Et voilà pourquoi dans la langue grecque, le mot qui désigne l'homme heureux dérive du verbe se réjouir. Chairen en grec. Makarios, heureux. Parmi les opinions diverses sur cette matière, il en est une qui soutient que le plaisir ne peut jamais être un bien, ni en soi, ni même indirectement, et que le bien et le plaisir ne sont pas du tout la même chose. D'autres pensent au contraire qu'il y a quelques plaisirs qui peuvent être des biens, mais que la plupart des plaisirs sont mauvais. Enfin, une troisième théorie soutient que, quand bien même tous les plaisirs seraient des biens, le plaisir néanmoins ne saurait jamais être le bien suprême. En général, on peut dire du plaisir qu'il n'est pas un bien, parce que tout plaisir est un phénomène sensible qui se développe pour arriver à un certain état naturel et qu'aucune génération, aucun phénomène qui se produit n'est homogène à la fin vers laquelle il tend. Par exemple, jamais la construction de la maison ne peut être confondue avec la maison elle-même. D'un autre côté, l'homme tempérant et sobre fuit les plaisirs. L'homme prudent ne cherche même que l'absence de la douleur et non pas précisément le plaisir. Ajoutez que les plaisirs nous empêchent de penser et de réfléchir, et qu'ils nous en empêchent d'autant plus qu'ils sont plus vifs, comme les plaisirs de l'amour. Et qui pourrait en effet penser à quelque chose dans ces moments-là? En outre, il n'y a pas d'art possible du plaisir, tandis que tout bien est le produit d'un art régulier. Enfin, les enfants et les animaux recherchent aussi le plaisir. Ce qui prouve bien, dit-on encore, que tous les plaisirs ne sont pas bons, c'est qu'il en est de honteux. Il en est que tout le monde condamne. Il en est même qui sont nuisibles à celui qui les goûte, et plus d'un plaisir peut nous causer des maladies. Ainsi donc, le plaisir n'est pas le bien suprême, il n'est pas une fin, il n'est qu'un phénomène, une simple génération. Telles sont à peu près toutes les théories émises sur ce sujet. Mais il n'en résulte pas du tout que le plaisir ne saurait être pour ses motifs ni un bien, ni même le bien suprême. Et en voici des preuves. D'abord, le bien pouvant se prendre dans deux sens très différents, et pouvant être ou absolu ou relatif, c'est-à-dire sous certains rapports, il s'ensuit que la nature et les modes d'être qui le procurent, ainsi que le mouvement qu'il produit et les causes qu'il engendre, doivent présenter des différences non moins nombreuses. Parmi les plaisirs qui paraissent mauvais, les uns sont mauvais absolument. Les autres ne le sont que relativement à tel ou tel individu, tandis qu'ils sont acceptables pour tel autre. Il en est qui ne sont pas même acceptables complètement pour tel individu, mais qui ne le sont que dans tel moment et pour quelques courts instants, bien qu'en soi, ils ne doivent pas être recherchés. Il en est encore d'autres qui ne sont pas véritablement des plaisirs et qui n'en ont que l'apparence. Ce sont tous les plaisirs qui sont accompagnés d'une douleur et qui n'ont pour but que la guérison de certains maux, comme par exemple les plaisirs des malades. Il faut de plus distinguer dans le bien, d'une part l'acte même, le fait même du bien,
et de l'autre la disposition qui fait qu'on le ressent. Les plaisirs qui nous remettent dans notre état naturel ne sont des plaisirs qu'indirectement, bien qu'on soutienne que l'acte propre du plaisir consiste dans les appétits que produisent une disposition et une nature à demi souffrantes. Toutefois, il est des plaisirs dans lesquels la peine et l'appétit ne sont pour rien. Et telle est par exemple la recherche des principes où notre nature certainement ne souffre d'aucun besoin. La preuve, c'est qu'on ne ressent pas le même plaisir quand la nature se satisfait en s'assouvissant et quand elle est dans son assiette. Ainsi, quand elle a son assiette régulière, les plaisirs que nous éprouvons sont des plaisirs absolument parlants. Quand elle assouvit un besoin, nous pouvons prendre pour des plaisirs les choses les plus contraires au plaisir. Et alors, par exemple, on goûte avec plaisir les choses les plus acides et les plus amères, bien qu'elles ne soient bonnes cependant, ni de leur nature, ni absolument. Ce ne sont donc pas non plus de vrais plaisirs que ces choses nous procurent. Car les rapports que soutiennent entre elles les choses agréables sont aussi les rapports des plaisirs qu'elles produisent en nous. De plus, il n'est pas du tout nécessaire qu'il y ait quelque chose de supérieur au plaisir, en ce sens où l'on soutient quelquefois que dans les choses, la fin est supérieure à la génération, car tous les plaisirs ne sont pas des générations. Tous ne sont pas même accompagnés de générations, mais ils sont bien plutôt actes et fins tout ensemble. Ils n'ont pas lieu parce que certaines choses se produisent autour de nous, mais bien parce que nous-mêmes nous en faisons un certain usage. La fin d'ailleurs n'est pas pour tous les plaisirs quelque chose de différent des plaisirs mêmes. La fin diffère seulement dans les plaisirs qui ne servent qu'à compléter et à finir la nature. Ainsi donc, on a tort de prétendre que le plaisir est une génération sensible, une production de certains phénomènes que nos sens peuvent éprouver. Il faudrait dire plutôt que le plaisir est l'acte d'un mode d'être conforme à la nature, et au lieu de l'appeler sensible, on ferait mieux de l'appeler une génération à laquelle rien ne fait obstacle. Si le plaisir nous semble être une sorte de génération, c'est qu'il est bon à proprement parler, et l'acte d'une chose nous fait l'effet d'une génération, bien qu'il soit tout autre chose. Mais soutenir que les plaisirs sont mauvais parce qu'il en est réellement quelques-uns qui peuvent altérer la santé, c'est absolument comme si l'on prétendait que certaines choses qui sont bonnes pour la santé sont mauvaises pour gagner de l'argent. Sans doute les plaisirs et les remèdes sont en ce sens mauvais les uns et les autres, mais cela ne veut pas dire qu'ils le soient réellement. Puisqu'en effet la pensée elle-même et la recherche des principes peuvent nuire parfois à la santé. Le plaisir ne gêne pas non plus, comme on le prétend, l'exercice de la prudence. Et en général, le plaisir qui vient naturellement de chacune de nos facultés ne saurait être un obstacle pour aucune d'elles. Ce ne sont que les plaisirs étrangers qui les gênent, et les plaisirs qui naissent en nous de la recherche des principes, loin de nous nuire, ne font qu'on nous rendre plus capables de penser et d'étudier encore mieux. La raison admet fort bien du reste qu'il ne puisse pas y avoir un art du plaisir. Il n'y a pas d'art non plus pour aucun autre acte. Et l'art s'applique uniquement à la puissance, à la faculté qui nous met en état de pouvoir faire quelque chose. Ce qui n'empêche pas que certains arts, l'art de la parfumerie et l'art de la cuisine par exemple, semblent destinés spécialement à procurer du plaisir. Quant aux autres objections qu'on fait au plaisir, à savoir que l'homme sobre le fuit, que l'homme prudent ne recherche qu'une vie exempte de douleur, et enfin que les enfants et les animaux poursuivent aussi le plaisir, toutes ces objections recevront ici une même solution. Il suffira de se rappeler qu'on a dit plus haut comment les plaisirs sont bons en général et absolument parlant, et comment tous les plaisirs ne le sont pas. Or, ce sont ces derniers précisément que recherchent les enfants et les animaux. C'est l'absence des peines causées par ces mêmes plaisirs que recherche l'homme prudent et sage,
c'est-à-dire qu'il fuit toujours ces plaisirs qu'accompagnent nécessairement l'appétit et la douleur, en d'autres termes les plaisirs du corps. Il fuit tous les excès de ces plaisirs où le débauché se livre à sa débauche. L'homme sage et sobre fuit ces plaisirs dangereux parce qu'il a aussi ces plaisirs que la sagesse seule peut goûter.